Donc, bienvenue à cette formation méthode de simplification des études de simulation. Pour commencer, je me présente. Donc, je m'appelle Julien Congy, donc je travaille chez Avenao depuis 2008. Et donc, je suis consultant, SolidWorks, simulation, PDM. Donc, j'ai été amené à travailler sur différents projets pour les clients. Donc, l'agenda de la formation, on va commencer par une petite présentation. Donc, pourquoi simplifier les études de simulation? Ensuite, on va présenter les différentes méthodes de simplification, donc l'étude d'un modèle symétrique, la simplification 2D, l'étude de sous-modélisation, qui est une nouveauté 2013. On verra également une petite nouveauté 2014, qui est la possibilité d'afficher les résultats symétriques, donc d'afficher les résultats sur la totalité du modèle. Et ensuite, on passera à une phase de questions. Donc les questions, vous pouvez les poser à droite pendant la formation, donc j'y répondrai soit pendant la formation, soit à la fin de la formation. Donc n'hésitez pas, à la fin de la formation ou pendant la formation, à poser des questions. Cette formation est une rediffusion de la formation simplification des études de simulation qui avait été présentée il y a environ 1 an et demi. Voilà. Donc on va retrouver la même chose avec 2-3 petites nouveautés par rapport aux nouveautés 2014. Donc pourquoi simplifier les études de simulation? Quel est l'intérêt? Donc les méthodes de simplification permettent de modéliser une partie du modèle plutôt que le modèle dans son intégralité. Donc, quel est l'intérêt? Quels sont les avantages? Ça va être de réduire le problème, puisque la difficulté d'une étude de simulation dépend en fait de la complexité du modèle, de la taille du modèle, etc. Du coup, forcément, si vous prenez la moitié du modèle ou un quart du modèle, vous divisez par 2 ou par 4 la complexité et la taille de votre problème. Donc ça, c'est l'avantage. Et du coup, la conséquence, c'est que ça peut permettre également d'avoir des résultats plus précis pour des performances équivalentes. C'est-à-dire que si on prend la moitié du modèle, on a 2 possibilités. Soit si on garde la même qualité, on va avoir un gain de performance. Donc on va améliorer les performances par 2. Soit l'autre possibilité, si on travaille sur la moitié du modèle, on peut faire un choix différent, c'est d'augmenter la qualité et tout en gardant les mêmes performances par rapport au modèle complet. Donc on verra ces différentes possibilités. Dans les exemples, on verra les 2 aspects, réduire le problème et obtenir des résultats plus précis. Et donc les avantages, ça va être d'améliorer les résultats sur des régions locales des grands modèles. Donc ça, c'est ce qu'on verra en deuxième partie, pour tout ce qui va être sous-modélisation, qui va permettre, en fait, une fois qu'on a validé grossièrement l'ensemble du modèle, on va pouvoir s'intéresser plus en détail à différentes parties du modèle et refaire le calcul avec une plus grande précision pour aller chercher des contraintes vraiment localisées. Donc les résultats sur les parties non modélisées ne seront pas forcément affichés directement. Ils seront déduits de la partie modélisée, puisque qui dit étude symétrique, dit résultat symétrique. Ce qui veut dire que comme on aura les résultats sur la moitié de la pièce, on considérera que les résultats sur la partie cachée en fait sont les mêmes que sur la partie visible. Voilà. Donc premièrement, l'étude d'un modèle symétrique qui permet en fait d'analyser une part du modèle au lieu du modèle entier. Donc on a une condition pour pouvoir utiliser cette méthode-là, c'est que toutes les données d'entrée doivent être symétriques. Vraiment, toutes les données. C'est important de le vérifier avant de se lancer dans une étude sur la moitié du modèle. Avant de couper son modèle en 2, il faut déjà se poser toutes les bonnes questions.
Donc ma géométrie est-elle symétrique? Les géométries symétriques, c'est quelque chose qu'on rencontrera assez souvent et qui est assez facile à identifier. Donc ça, généralement, on y pense. Ça, c'est le truc auquel on pense, et il y a les choses auxquelles on pense moins, qui sont en fait la symétrie des déplacements imposés, des chargements et des propriétés des matériaux. Donc, il faut que les déplacements imposés soient symétriques. Donc, si vous avez une pièce avec une partie gauche et une partie droite qui sont symétriques au niveau de la géométrie, mais que vous maintenez que la partie gauche et pas la partie droite, ou l'inverse, ou que vous les maintenez différemment, forcément, votre partie gauche et votre partie droite ne vont pas réagir de la même façon, donc vos résultats ne vont pas être symétriques dans la réalité. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas utiliser la symétrie dans votre étude de simulation. Donc c'est important que vos déplacements imposés soient bien symétriques sur votre modèle. Ensuite, les chargements, donc même principe, hein, si votre partie gauche et votre partie droite ne sont pas chargées de la même façon, bah forcément la déformée ne sera pas symétrique, donc vous ne pouvez pas utiliser la technique de la symétrie. Si vous avez une pièce avec un chargement symétrique et que si vous avez une pièce avec une géométrie symétrique et que vous lui appliquez un chargement latéral en fait de la partie gauche vers la partie droite par exemple, forcément votre déformé ne sera pas symétrique, donc vous ne pouvez pas utiliser la symétrie. Donc il faut vraiment une symétrie au niveau des chargements, c'est important. Au niveau des propriétés des matériaux, donc imaginez que vous avez un matériau qui a des propriétés qui ne sont pas forcément isotropes, donc un matériau qui se comporte différemment dans différentes directions. Donc un matériau orthotrope, quelque chose comme ça, ou un matériau composite par exemple. Si votre matériau n'est pas symétrique, vous ne pourrez pas utiliser la symétrie. Donc une fois que vous avez validé toutes ces hypothèses, vous pouvez passer à l'étude d'un modèle symétrique. Donc le principe c'est quoi? Le principe en fait c'est que on a constaté que quand la géométrie et l'ensemble des actions extérieures, donc les déplacements imposés et les forces sont symétriques, la déformée est symétrique également. Donc le fait d'avoir constaté ça permet de dire que on peut calculer la moitié du modèle. Comme ça, on calculera la moitié de la déformée et l'autre moitié sera la symétrie de la première déformée. Donc pour que ça fonctionne, il faut que la déformée soit symétrique. Donc si la déformée est symétrique, ça veut dire que la zone du modèle qui était dans le plan de symétrie sur le modèle d'origine doit rester dans le plan de symétrie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une condition de symétrie. Donc tout ce qui est dans le plan de symétrie doit rester dans ce plan de symétrie. Donc comment faire dans une étude? Comme on va couper la pièce par rapport à ce plan de symétrie et qu'on va garder qu'une moitié par exemple, ce qu'on va faire c'est qu'on va imposer un déplacement sur toutes les faces qui sont coupées, donc toutes les faces qui appartiennent à ce plan de symétrie, et on va les obliger dans le calcul à rester dans ce plan de symétrie. Voilà. Donc grâce à un déplacement imposé, symétrie justement qu'on va voir dans la démonstration. Donc quelques exemples. Donc vous avez un exemple ici d'une pièce symétrique. Donc si on coupe par le plan de symétrie, on récupère une moitié. Donc la moitié que vous récupérez n'a pas d'importance. Vous pouvez garder la moitié gauche ou la moitié droite. C'est le même principe. Donc vous obtiendrez les résultats, donc la déformée, les contraintes, les déplacements, etc. sur la moitié que vous avez gardée. Et vous pouvez considérer que sur l'autre moitié, il se passe exactement la même chose. En tout cas, la symétrie. Donc là, il n'y a pas de chargement particulier. Il n'y a que la géométrie, et on constate qu'elle est symétrique.
sur un modèle chargé, par exemple celui-là, qui est le modèle qu'on utilisera dans la démonstration. Donc ici, on a un modèle qui est symétrique. Donc on a deux plans de symétrie. Donc ici, le plan de dessus et le plan de face. Du coup, lorsque vous avez deux plans de symétrie, vous pouvez, par exemple, utiliser un quart du modèle. Donc c'est ce qu'on fera ici, on gardera un quart du modèle pour pouvoir faire notre calcul. Donc il faut vraiment que le modèle soit symétrique, mais également que les déplacements imposés soient symétriques. Donc le déplacement imposé dans ce modèle-là, par exemple, c'est bloquer cette face-là. Donc comme cette face-là est bloquée des deux côtés, en haut et en bas, notre déplacement imposé est symétrique. Il faut également que le chargement soit symétrique. Donc ici, on a une traction dans l'axe. Donc on a la même traction à gauche, à droite, en haut et en bas, donc elle est symétrique. Donc on a toutes les conditions qui permettent de faire un calcul sur un quart du modèle. Ensuite, vous avez d'autres exemples. Par exemple, ça peut être des cuves sous pression. Donc là, vous avez un premier plan de symétrie qui est le plan de face, et un deuxième plan de symétrie qui est le plan de droite, qui permet en fait de garder un quart du modèle, et en gardant un quart du modèle, en bloquant les faces sur les plans de symétrie et en appliquant par exemple une pression à l'intérieur, vous allez pouvoir calculer la déformée et ensuite extrapoler sur le modèle complet. Donc vous avez d'autres exemples ici, donc ça peut être une plaque rectangulaire qu'on va couper en 4 et garder un quart. Et donc pour les déplacements imposés, on va bloquer la translation normale au plan et bloquer les deux rotations dans le plan. Donc c'est un déplacement imposé symétrie, ça correspond également à un appui-plan. Pour ceux qui se rappellent un petit peu les liaisons cinématiques, c'est le même principe. Donc vous pouvez faire la même chose sur une pièce cylindrique. Donc sur une pièce cylindrique, ça reviendra sur la face coupée à bloquer la translation circonférentielle et puis à bloquer les deux rotations axiale et radiale, ce qui correspond à la même chose. Donc on peut imaginer sur une pièce cylindrique utiliser la moitié du modèle, un quart, un huitième, un 16e, ou même un dixième ou un centième du modèle. Donc on peut aller très loin sur quelque chose qui est vraiment axisymétrique. On peut par exemple utiliser un 360e du modèle et donc garder un angle de 1 degré et appliquer des symétries, donc on peut aller jusque-là. On verra qu'on peut aller encore plus loin sur de l'étude 2D. Donc le modèle qu'on va utiliser. On va passer dans l'interface de SolidWorks pour la démonstration. Et donc on va utiliser ce modèle-là. Donc ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai récupéré dans les tutoriels de SolidWorks Simulation. Donc, lorsque vous activez SolidWorks Simulation, donc pour activer SolidWorks Simulation, petit rappel, soit vous allez dans Produit Office et puis vous l'activez ici. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien SolidWorks à l'écran?
Tu vois SolidWorks là? Excusez-nous, on a eu quelques problèmes de connexion. Donc là, normalement, la connexion est revenue, elle ne sera pas forcément très rapide. Donc là, on passe en connexion de secours. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez et que vous voyez l'écran? Ok, donc on va continuer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc voilà la pièce sur laquelle on va faire la démonstration. Donc cette pièce, c'est une pièce que j'ai trouvée donc dans les tutoriels de SolidWorks Simulation. Donc un petit rappel, SolidWorks Simulation, vous pouvez l'activer dans l'onglet Produit Office en cliquant sur SolidWorks Simulation. Et vous pouvez également l'activer dans les compléments, bien sûr. Donc si vous allez dans Compléments, vous pouvez activer SolidWorks Simulation. Ensuite, quand vous allez dans point d'interrogation SolidWorks Simulation, vous avez ici une partie tutoriel dans laquelle vous pouvez trouver différents tutoriels de simulation. Donc ici, on a une première étude sur le modèle entier. Donc le modèle en fait est constitué de plusieurs parties. Donc une première pièce ici que j'ai coupé en deux. On verra plus tard l'intérêt de le couper en deux. Donc dans cette étude, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais dans l'étude après, ça en a un que je vous expliquerai. Et ici, une petite pièce interne. Donc ici, on a une première étude sur le modèle entier avec un maillage de 5 mm. Donc vous avez ici vos pièces sur lesquelles j'ai appliqué un acier allié, donc classique, un acier avec une limite à 620 mégapascales. Donc rien de particulier, que des corps volumiques.
Ensuite, dans les connexions, j'ai conservé le contact global solidaire qui a été défini automatiquement, puisque j'ai plusieurs corps, plusieurs pièces. Donc par défaut, il définit un contact global solidaire. Ensuite, les déplacements imposés. Donc j'ai mis une géométrie de référence. Le long de l'arête, une géométrie fixe. Donc j'ai mis une géométrie fixe à l'intérieur de cette pièce-là, qui permet de le bloquer. Et ensuite, j'ai appliqué une force sur cette face-là, qui est une force qui vaut 10 000 newtons, donc qui correspond à 1 tonne de traction. Donc cette force est appliquée sur une face qui est symétrique par rapport au plan de face et par rapport au plan de droite. Mon chargement est symétrique également, ma géométrie est symétrique. Donc mon maillage est un maillage standard, hein, avec une taille de 5 mm, qui ressemble à ça. Donc un maillage qui n'est pas forcément très fin au niveau des congés. Mais sur le reste du modèle, il est correct. On a 2 couches d'éléments. Donc plutôt correct sur l'ensemble du modèle. Un petit peu grossier sur les congés peut-être. Ensuite, donc si on regarde les résultats, au niveau des contraintes. Donc les contraintes de von Mises sur l'ensemble du modèle. Donc ici, donc vous avez les contraintes, avec un maximum à l'intérieur du congé, une contrainte maximum qui vaut à peu près 40 mégapascales. Donc ici, si on regarde les contraintes sur le quart du modèle. Donc pour calculer, pour voir les contraintes sur le quart du modèle, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait clic droit, modifier section. Et en faisant ça, j'ai fait une coupe par le plan 1 et le plan 2, qui sont les plans de dessus et les plans de face, pour voir un petit peu ce qui se passait sur un quart du modèle. Et je me rends compte en fait que sur un quart du modèle, bah, je vais avoir toutes les informations, puisque je vais avoir une contrainte ici qui va être globalement la même que sur le reste du modèle. D'ailleurs, je peux très bien aller sonder sur ce congé-là. Enfin, plutôt sur, sur celui-là. Si je vais sonder sur ce congé-là et que je vais mettre à jour, je vais avoir une contrainte maximum qui vaut 39 mégapascales. Donc, que ce soit sur le congé du dessus ou sur le congé du dessous, j'ai la même contrainte de 39 mégapascales. D'accord? Et à gauche et à droite, devant, derrière, j'ai la même contrainte également. Ce qui veut dire que je pourrais très bien faire mon calcul sur ce quart de modèle et récupérer mes résultats et dire dans mon rapport que les résultats sont les mêmes sur le reste du modèle. Si on regarde les contraintes dans le plan milieu, on voit également qu'on a la même chose en haut et en bas, etc. Donc si on regarde les déplacements, c'est le même principe. Donc on a quelque chose qui apparaît comme symétrique. Et si on regarde le quart du modèle, on constate qu'on a la même chose. On a 4 fois la même chose.
Si on regarde dans le plan milieu, on voit également que les résultats sont symétriques. Donc maintenant qu'on a validé que les résultats étaient symétriques, parce que la géométrie est symétrique, les chargements sont symétriques, les déplacements également. On peut passer à une étude justement sur un quart du modèle. Donc pour faire l'étude sur un quart du modèle, le principe en fait, ça va être de créer une nouvelle configuration dans laquelle on va couper le modèle. Donc avec ici une fonction fractionnée ou non, avec ici un quart de modèle, sachant que dans le modèle entier, on avait des fonctions symétriques qui permettaient d'avoir la totalité du modèle. Donc on crée une configuration d'assemblage qui ne garde que un quart du modèle, et on l'utilise dans notre étude. D'accord ? Donc vous pouvez utiliser les différentes configurations dans les études de simulation. Après, on voit que dans la première étude, on était sur le modèle entier, et dans la nouvelle étude, on est sur la configuration défaut qui correspond au quart de modèle. On n'utilise pas trop dupliquer, parce que si vous dupliquez une étude sur un modèle complet et que vous la dupliquez dans une étude où vous avez la moitié ou un quart du modèle, c'est pas forcément intéressant parce qu'il y aura beaucoup de choses à modifier, comme les déplacements imposés, les chargements, etc. Donc comme il y a beaucoup de choses à modifier, il vaut mieux repartir de zéro, c'est plus prudent plutôt que d'essayer de récupérer des choses. C'est assez compliqué de récupérer des choses quand le modèle n'est pas exactement le même. Donc ici on a les mêmes matériaux, on a le même contact solidaire, on a le même déplacement imposé fixe, mais on a rajouté également un contact, enfin un déplacement imposé symétrie. Donc ce déplacement imposé symétrie, où est-ce qu'il faut le mettre? Eh bien en fait, il faut le mettre, et c'est important, sur toutes les faces qui sont coupées. Donc toutes les faces qui ont été coupées, toutes les faces qui appartiennent au plan de symétrie, c'est important de bien toutes les sélectionner. Donc toutes les faces dans ce plan-là et toutes les faces dans ce plan-là. Donc dans les dernières versions, lorsque vous utilisez la symétrie ici sur des plans qui sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres, il va vous faire un aperçu. Donc l'avantage de l'aperçu, c'est que ça va vous donner, ça vous permet en fait de vérifier que c'est les bons plans, etc. L'inconvénient de l'aperçu, c'est que vous risquez d'avoir l'impression que ça a été pris en compte si vous prenez une seule face, alors qu'il faut bien sélectionner toutes les faces, c'est important de sélectionner toutes les faces. C'est pas parce que vous avez un aperçu que vous n'avez pas besoin de sélectionner toutes les faces. Donc voilà, on utilise la fonction symétrie. On peut également utiliser, dans certains cas, par exemple, si vous faites un huitième du modèle et que vous avez des angles à 45 degrés, des coupes à 45 degrés, la fonction symétrie ne permet pas d'être utilisée sur des angles à 45 degrés. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien utiliser la fonction appui-plan, qui est un déplacement imposé équivalent. Donc appui-plan, ce sera le même principe, sauf que normalement vous n'avez pas d'aperçu. Donc symétrie, ou alors utiliser une géométrie de référence et puis vous bloquez la direction normale, ou alors sur des faces planes et vous bloquez la translation normale au plan. Le principe étant d'obtenir la même chose que le déplacement imposé symétrie, c'est-à-dire bloquer la translation normale au plan. Ensuite, la force. Donc la force, il faut bien faire attention, puisque tout à l'heure, on avait mis 10 000 newtons sur la face complète.
Ici, on fait le calcul avec un quart de la face. Ce qui veut dire que, en fait, si on a 10 000 sur la face, sur un quart de face ici, on aura un quart de la force, donc 2500 newtons. Donc c'est le cas ici dans ce modèle-là. Ce n'est pas un cas générique, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas parce que je coupe mon modèle en 4 que je vais diviser mes forces, toutes mes forces par 4. C'est pas aussi simple que ça. Pour chaque chargement, il faut bien réfléchir à combien on doit mettre, est-ce que les forces s'opposent, est-ce qu'elles s'ajoutent, est-ce qu'on est est-ce qu'elles s'annulent, etc. C'est important de bien réfléchir. Donc au niveau du maillage, j'ai fait un maillage à 5 mm pour pouvoir comparer par rapport au modèle précédent. Donc on a bien la même taille de maillage. Du coup, l'intérêt ici de la symétrie, c'est le gain de performance, puisque ici on va avoir beaucoup moins de nœuds et donc beaucoup moins de degrés de liberté. Donc si on exécute, on va avoir vraiment un résultat qui va être quasiment instantané, et donc un résultat de contrainte qui est le même que tout à l'heure, donc 39 mégapascales, et le même déplacement qui va être de 6,9 microns. Donc on obtient des résultats équivalents pour des performances largement supérieures, puisque ici, si je regarde le nombre de degrés de liberté, on est à 13 000, 14 000 à peu près, alors que dans l'étude précédente, on avait 49 000 nœuds, donc à peu près 4 fois plus, ce qui est logique. Donc on a des performances qui sont bien supérieures lorsqu'on utilise un quart du modèle. Donc ça, c'est le premier intérêt. On a vu qu'on avait un autre intérêt si on ne souhaitait pas forcément augmenter les performances, on pouvait augmenter la qualité des résultats, la précision des résultats. Donc on va voir ça avec le même quart de modèle, avec la même étude exactement, avec un seul changement qui est la taille du maillage. Donc là, on va avoir un maillage de 3 mm. Ce maillage de 3 mm permet d'avoir un maillage pratiquement 2 fois plus fin. Donc ici, au lieu d'avoir 2 couches d'éléments sur le congé, on va avoir 3 couches d'éléments, beaucoup plus de valeurs, une meilleure précision, donc des valeurs plus précises. Donc si on regarde les contraintes, on va avoir quelque chose qui est assez connu et assez logique en simulation, c'est que quand on affine le maillage, les contraintes augmentent et deviennent de plus en plus précises. Du coup, ici, on a une convergence de la contrainte qui monte à 40, 41 mégapascales, puisqu'on a affiné le maillage, donc on a quelque chose de plus précis, quelque chose de plus conservateur également, puisqu'on a une contrainte plus élevée. Au niveau des déplacements, on obtient sensiblement la même chose, puisque le déplacement, pour obtenir une valeur qui converge, il suffit d'avoir un maillage pas très fin. C'est vraiment la contrainte qui nécessite d'avoir un maillage fin pour converger. Si on veut aller encore plus loin dans la performance ou dans la précision, on peut utiliser également la simplification de D. Donc la simplification de D, c'est un petit peu comme la symétrie, mais à l'extrême. Donc imaginez que là, on a fait sur un quart du modèle. On se rend compte qu'en fait, notre modèle pourrait très bien être découpé ici en 10 tranches, puisque dans chaque tranche, il se passe la même chose. Donc si on va plus loin, on pourrait le couper en 100 tranches, en 1000 tranches, et garder vraiment une tranche très très fine. Donc si on va à l'extrême, ça devient vraiment une étude 2D. Donc on va regarder un petit peu à quoi correspondent les études 2D. Donc on va revenir un petit peu dans le PowerPoint. Donc ça, c'était les résultats sur le quart de modèle.
Donc on voit que dans le dernier, là, le quart avec 3 mm, en gardant le même nombre de nœuds que dans le premier modèle, donc 16 000 nœuds, on obtenait des contraintes plus précises. Donc pour la simplification 2D, donc la méthode de la simplification 2D, elle permet d'analyser une section du modèle au lieu de calculer le modèle entier. On a plusieurs types de simplification 2D. Vous allez avoir les contraintes planes. Donc les contraintes planes sont pour les géométries minces, dans lesquelles une dimension est beaucoup plus petite que les deux autres. Et donc les forces normales sur le plan de coupe doivent être nulles. Donc ça va être pour tout ce qui est petites extrusions, enfin extrusions avec des petites épaisseurs. Donc imaginez par exemple une plaque découpée au laser, par exemple, quelque chose comme ça. Donc ça va être des contraintes planes si les chargements sont vraiment dans le plan, dans la section. Ensuite, imaginez une clé par exemple qui est pratiquement une extrusion. Si vos chargements, en fait, une clé va être chargée principalement dans le plan, hein. Donc on pourrait très bien faire un calcul en contrainte plane. On peut imaginer ce genre de choses. Donc ça, c'était pour les petites épaisseurs. Donc grande section, petite épaisseur. Vous avez également l'inverse, qui peut être calculé en simplification 2D, qui sont les déformations planes. Le principe des déformations planes, c'est l'inverse en fait. Donc c'est des extrusions linéaires sur des très grandes longueurs, dans lesquelles une des dimensions est beaucoup plus grande, donc la longueur est beaucoup plus grande que les deux autres qui se situent dans la section. Donc c'est petite section et grande longueur. Donc dans la direction normale du plan de coupe, le corps ne se déforme pas et les forces ne peuvent pas varier. Donc là, ça va être pour tout ce qui va être, par exemple, profilé, tube, etc. Avec des chargements qui sont vraiment dans la direction de la section, dans le plan de la section. Donc ici, par exemple, un tube avec une pression interne ou externe. Donc ça va être de la déformation plane. Et enfin, un troisième type d'étude 2D qui va être le type axisymétrique. Donc pour tout ce qui va être pièces de révolution. Donc la géométrie, les propriétés du matériau, les chargements, les déplacements imposés, les conditions de contact doivent être symétriques à 360 degrés par rapport à un axe. Donc tout doit être axisymétrique en fait. Ici on a un exemple avec un filetage modifié pour la simulation. Donc le filetage a été modifié et simplifié, c'est-à-dire que vous n'avez pas un filetage en hélice, vous avez juste défilé les uns derrière les autres, mais ils ne sont pas en hélice en fait. Donc ce n'est pas un vrai filetage. Mais ici, si on prend une seule section, on va pouvoir calculer les contraintes qu'on aura entre la pièce filetée et la pièce taraudée. Donc si on veut calculer des pressions de contact dans un filetage, c'est la méthode qu'on va utiliser. Donc on va voir ce que ça donne sur notre modèle. Donc on va retourner dans SolidWorks. Donc dans SolidWorks, on va avoir notre étude 2D. Donc lorsque vous faites une étude 2D, donc les études 2D, c'est disponible à partir de Simulation Pro. Et j'ai oublié de vous montrer une petite nouveauté également, 2014. Donc si on revient sur notre carte de modèle ici, vous avez une possibilité dans la 2014 de modifier votre tracé, donc modifier la définition. Et dans les options avancées, vous pouvez afficher les résultats symétriques. Donc vous avez une petite option qui s'appelle afficher les résultats symétriques. Et ça vous permet tout simplement d'afficher les trois quarts du modèle qui sont cachés, donc qui n'ont pas été calculés, mais de les extrapoler. Donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est
note de calcul pour que les résultats soient tout simplement plus faciles à comprendre pour les néophytes qui ne connaissent pas forcément les principes de l'étude par symétrie. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse, on va revenir à l'étude 2D. Donc quand vous faites une étude 2D, c'est quand vous faites simulation, étude, nouvelle étude, et que vous cochez ici utiliser la simplification de 2D. Donc à partir de simulation pro, vous avez cette possibilité-là, qui vous demande après le type de contrainte 2D, donc contrainte plane, déformation plane ou axis symétrique. Donc ce qu'on a vu en fait dans le PowerPoint, ce que je vous ai montré dans le PowerPoint. Donc ici on a une petite étude 2D, donc une étude en contrainte plane puisqu'on a plutôt une petite épaisseur et une grande section, avec un plan de coupe qui est notre plan de face, et on définit l'épaisseur de la tranche. Donc ici ça fait 1 pouce d'épaisseur, donc 25,4 mm, qui sert en fait à afficher les résultats en 3D. Donc cette épaisseur n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais c'est qu'après on peut afficher en 3D, et donc il va nous afficher sur 25 mm. Donc vous avez ici, donc de la même façon on applique les matériaux. Comme dans une étude 3D, on voit que les symboles sont un petit peu différents. Donc pour ceux qui auraient repris la formation en route, normalement la formation sera disponible sur le guide 3D. Normalement elle est enregistrée, il y aura peut-être des problèmes sur l'enregistrement, mais normalement elle sera ajoutée sur le guide 3D. Donc j'ai toujours mon contact global solidaire qui se met automatiquement, sauf que là, au lieu de se mettre sur des faces, il va se mettre vraiment sur des arêtes. Donc si vous définissez des contacts dans une étude 2D, au lieu de définir les contacts sur des faces, vous allez les définir sur des arêtes. Vous avez des déplacements imposés qui sont eux aussi sur des arêtes, forcément, puisque on n'a plus de faces disponibles. Donc vous avez un déplacement imposé fixe ici sur l'arête. On a une force ici qui va être appliquée également sur l'arête. Voilà, donc qui sera dans la bonne direction. Donc une force de 10 000 Newton qui correspond à la force qu'on applique sur le modèle 3D. Donc dans l'étude 2D, on marque la force qu'on applique dans le modèle 3D. Et lui va automatiquement faire son calcul. Il se débrouille. Donc pour le maillage, donc imaginons que je veux avoir un maillage de 5 mm comme dans l'étude 3D. Ça va me donner donc un maillage dans le plan qui va me faire très peu de nœuds et donc très peu de degrés de liberté, donc un calcul instantané en fait. Donc si on regarde au niveau des résultats, on a ici nombre de degrés de liberté, on a seulement 2000 degrés de liberté, ce qui est ridicule pour un calcul de simulation. Donc une durée de simulation d'1 seconde, donc des résultats vraiment instantanés. Donc ça c'est vraiment pour comparer par rapport au modèle 3D, mais ça n'a pas d'intérêt d'avoir un maillage aussi grossier. On voit ici qu'on a bien les mêmes contraintes que dans l'étude 3D. Puisque dans l'étude 3D, sur le modèle entier, avec un maillage de 5 mm, on avait déjà 38 mégapascales de contraintes. Et au niveau des déplacements, on avait déjà 6,9 microns de déplacement. Donc on retrouve les mêmes résultats, sauf qu'on a des performances qui sont infiniment meilleures. Ce que vous pouvez faire sur les études 2D, c'est que vous pouvez afficher vos résultats en 3D. Ce qui permet dans vos rapports d'avoir vraiment la pièce telle qu'elle est dans la réalité. Et en fait, on ne se rend pratiquement pas compte que l'étude a été faite en 2D, on a l'impression qu'elle a été faite en 3D. Donc ça devient transparent. Pour faire ça, en fait, vous avez la possibilité, en fait, c'est de faire un clic droit sur votre tracé et tout simplement de cocher afficher comme tracé 3D. Et donc ça s'affiche en 3D. On l'a également ici dans la définition du tracé. Donc pareil pour les déplacements, on peut les afficher en 3D. Donc deux possibilités, soit améliorer les performances, soit améliorer la précision. Donc là on a amélioré la performance.
Si on va dans l'étude 1 mm 5, on a exactement la même étude, mais avec un maillage beaucoup plus fin, d'1,5 mm, ce qui serait assez compliqué à avoir en 3D et qui prendrait énormément de ressources. Alors que là, c'est vraiment un maillage moyen, avec un temps de calcul très très raisonnable. Donc un nombre de degrés de liberté très raisonnable, 22 000, et un temps de calcul qui va être pratiquement instantané également. Voilà. Donc là, une précision qu'on aurait beaucoup de mal à atteindre en 3D et qui ici est très simple à avoir en 2D. Donc logiquement, on a une augmentation de la contrainte qui monte ici à 43 mégapascales, donc qui augmente et qui converge. Donc plus on va affiner, plus on va monter. Bon, après, forcément, ça va s'arrêter peut-être à 45 mégapascales. En tout cas, on a une très bonne qualité ici. Si on souhaitait affiner encore plus, on passerait plutôt sur du contrôle de maillage directement sur le congé. Donc voilà, nos contraintes en 3D. Les déplacements ne changent pas, puisqu'ils avaient déjà convergé avant. Donc on voit qu'on peut gagner en précision avec cette technique de simulation 2D. On va passer à la suite. Donc pour la suite, donc la suite, c'est l'étude de sous-modélisation qui est une nouveauté 2013, donc disponible à partir de SolidWorks 2013, qui permet d'analyser en détail une partie du modèle en améliorant les résultats après l'analyse globale, sans devoir réexécuter l'analyse pour le modèle entier. Donc cette méthode peut s'appliquer aux assemblages de plusieurs composants et aux pièces contenant plusieurs corps, puisque SolidWorks Simulation ne fait pas vraiment la différence entre un assemblage avec plusieurs pièces et une pièce avec plusieurs corps. Pour lui, c'est la même chose. Donc après, il n'a pas la notion des niveaux d'assemblage ou de pièces multicorps. Donc le principe, c'est qu'on fait une première étude sur le modèle entier pour avoir une vision globale des déplacements, des contraintes, etc. Donc une première approche globale. Cette première approche globale, comme c'est sur un modèle assez entier, assez complet, assez complexe, on ne va pas forcément avoir une très grande précision, on va avoir un maillage assez grossier, qui va nous donner une première idée. Le principe ensuite va être de valider chacune des parties du modèle avec une plus grande précision. Donc le principe, c'est que l'étude parent sur l'ensemble permet de calculer les déplacements de l'ensemble du modèle, par exemple, puisque pour calculer des déplacements, vous n'avez pas besoin d'avoir une très grande précision. Les déplacements mesurés dans l'étude parent sont transférés sur les frontières d'une nouvelle étude sur le sous-modèle, uniquement, ainsi que les chargements. Donc là, par exemple, on va faire le calcul sur le modèle entier, et ensuite le calcul sur une seule pièce. Donc dans le calcul sur une seule pièce, on va aller récupérer les résultats de l'étude précédente, les résultats en déplacement. Et ces données de sortie vont devenir des données d'entrée sur notre pièce, et on va appliquer ces chargements sur notre pièce, de manière automatique. Donc tout va être transparent. Donc l'étude sur le sous-modèle peut être maillée plus finement, puisqu'on aura une géométrie réduite, et permet donc d'obtenir des résultats plus précis et plus rapides. Donc plus précis, puisqu'on va faire un maillage plus fin, et plus rapide, ce qui va permettre par exemple de tester différentes possibilités, différentes conceptions. Donc c'est l'intérêt aussi, plutôt que de tester sur le modèle entier, on va tester sur un sous-modèle pour trouver la meilleure conception. Donc les exemples, ici par exemple sur un réservoir qui va être posé sur 4 pieds, on peut très bien calculer le modèle entier, donc avec un maillage assez grossier, et ensuite s'intéresser à chacun des pieds et faire un maillage plus fin pour aller tester la réponse de chacun des pieds. Et sur un modèle comme ça, par exemple, vous pouvez
très bien faire le calcul sur le modèle entier avec un maillage assez grossier, et ensuite vous intéresser à cette partie-là en particulier, tester après différents designs, essayer avec un trou, etc., pour voir les différentes possibilités de manière assez rapide. Donc là, on va passer sur SolidWorks pour voir les résultats sur notre modèle, pour voir ce que ça donne sur notre modèle. Et du coup, pour pouvoir faire cette étude de sous-modélisation, j'ai découpé la pièce extérieure en deux, pour avoir une étude sur l'ensemble du modèle, et ensuite une étude sur le sous-modèle, qui va s'intéresser uniquement à cette partie-là. Donc on fait une étude sur le modèle entier, comme d'habitude, avec un maillage assez grossier. Voilà, donc un maillage de 5 mm. Et puis on récupère nos contraintes, nos déplacements. On a vu que pour les déplacements, on n'avait pas forcément besoin d'un maillage plus fin, puisqu'on obtient des bonnes valeurs. Pour les contraintes, par contre, on a vu qu'il fallait affiner le maillage. Et plutôt que d'affiner le maillage sur l'ensemble du modèle, je vais l'affiner, je vais garder que cette partie-là et je vais affiner mon maillage. Pour faire une étude de sous-modélisation, on fait un clic droit sur l'étude de départ. On fait créer une étude de sous-modélisation. Donc là, on a les conditions pour que ça fonctionne. Après, on choisit quelle partie on veut garder. Donc ça nous crée automatiquement une étude de sous-modélisation. Donc une configuration et une étude. Et donc, dans cette étude, on va retrouver notre pièce ici, qui est la pièce restante, donc le corps volumique restant. Ici, on a les corps exclus, donc qui ne sont pas pris en compte. Les déplacements imposés donc, ont été ajoutés à partir du parent. Donc ici, ça c'est automatique. Ces déplacements imposés sont les déplacements qui ont été calculés dans l'étude précédente. Donc ils vont être transférés sur cette étude-là. Les autres déplacements sur le modèle, sur la partie qu'on a gardée, vont être transférés également, ainsi que les chargements externes. Comme ce chargement est appliqué sur la partie restante, il va être transféré forcément dans l'étude. On le garde dans l'étude. Tous les chargements ou les déplacements imposés qui auraient été imposés sur quelque chose qui ne fait pas partie de l'étude ont été supprimés. Donc, par exemple, le blocage ici du perçage a été supprimé puisqu'il ne fait plus partie du modèle. Donc notre maillage, en fait, il maille que la partie restante. Donc là, on a fait un maillage de 5 mm pour vérifier qu'on a bien les mêmes déplacements. Et du coup, on a bien les mêmes contraintes de 39 mégapascales, avec des performances qui vont être meilleures, puisque ici, on a 23 000 degrés de liberté au lieu de 50 000, puisqu'on a la moitié du modèle, donc on a la moitié des degrés de liberté. Donc des meilleures performances. Donc les déplacements qui ont été appliqués sont ceux-là en fait. C'est ceux qu'on avait trouvés dans le modèle entier. Donc dans le modèle entier, si on regarde les déplacements sur ces faces-là, on a ça. Et si on regarde dans le sous-modèle, on a bien la même chose. Donc ce déplacement imposé ici correspond à ces valeurs-là. C'est ces valeurs-là qu'il applique ici dans le déplacement à partir du parent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'intérêt en fait, ça va être d'affiner notre maillage. Donc pour affiner notre maillage, j'ai refait la même chose, le même principe, exactement la même étude de sous-modélisation, sauf qu'au lieu de mailler avec 5 mm, j'ai maillé à 3 mm pour avoir des résultats plus précis. Ce qui me permet en fait d'avoir des contraintes de 41 mégapascales, donc plus élevées et plus précises.
tout en gardant des performances très correctes, puisque ici je vais avoir uniquement 83 000 degrés de liberté, alors que j'en aurais eu beaucoup plus sur le modèle entier avec un maillage de 3 mm. Donc c'est le même intérêt en fait que pour que la symétrie. Voilà. On reste sur une partie du modèle, donc forcément meilleure performance et meilleure qualité également. Et on trouve les mêmes valeurs de déplacement. Donc voilà. Donc avec un petit peu plus de nœuds que l'étude d'origine, je vais avoir beaucoup plus de précision. Donc voilà, on a fait le tour de cette formation. Du coup, on peut passer à la phase des questions. Si vous avez des questions. Donc apparemment, il n'y a pas de questions, c'est que tout devait être clair. Donc on essayera de mettre cette vidéo sur le guide 3D. Donc je ne peux pas vous le garantir à cause des problèmes de connexion. Mais elle devrait arriver dans quelques jours sur le guide 3D. Je vais donc vous souhaiter un bon appétit, bon après-midi, un bon week-end. Et je vous retrouve pour une prochaine formation en ligne. Merci, au revoir.